Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com, le podcast qui décrypte le marketing et la communication pour les indépendants et les TPE. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Mignon de l'agence RP Digital qui est spécialisée en relations presse et relations publiques. Alors déjà, on va apprendre quel est ce fabuleux métier et puis Mathilde va nous donner des informations, des conseils afin de pouvoir communiquer de façon efficace auprès des journalistes et notamment comment rédiger un communiqué de presse efficace. Je vous laisse tout de suite découvrir ma conversation avec Mathilde. Bonjour Mathilde, comment vas-tu? Bonjour Étienne, ça va bien, j'espère que toi aussi. Très bien, merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors oui, bien sûr, donc je suis Mathilde Mignon et je dirige une petite agence de communication qui s'appelle Digital, qui est située à Issy-les-Moulineaux, que j'ai créée il y a 6 ans maintenant, qui est une agence donc, de relations presse et de communication digitale spécialisée dans le voyage et la culture. D'accord. Alors la première question que tout le monde se pose, RP Digital, c'est uniquement la relation presse ou ça s'adresse à d'autres personnes? Alors RP, ça peut être entendu de deux façons, on entretient un peu le mystère, ça peut être relations presse ou relations publiques. Nous, au quotidien, à l'agence, on parle plutôt de relations presse. Donc, ça va être vraiment créer des liens avec les journalistes et les médias pour faire connaître nos clients. Mais on peut aussi parler de relations publiques parce qu'on s'occupe aussi de réseaux sociaux et de relations influenceurs. D'accord. Toi, tu as un secteur d'activité qui est, privilégié, hein. Tu parlais, du tourisme, des loisirs et de la culture. Est-ce que ça s'adresse à d'autres types, d'entreprises? Alors, on a aussi un autre secteur de prédilection, c'est l'environnement. Mmh. On a partagé il y a quelques années nos bureaux avec des startups dans cet univers-là. Et aujourd'hui, on a un client qui s'appelle Ma Petite Couche, qui est un organisme de location de couches lavables. Et D'accord. donc, zéro déchet, zéro waste, ça nous parle aussi beaucoup. On essaye de faire le lien entre tous ces secteurs en travaillant avec des acteurs du tourisme durable. Donc, on fait vraiment la liaison entre le voyage et tout ce qui est écologie durable. Ça, c'est vraiment notre but, c'est de développer notre clientèle tourisme durable. Mais pour l'instant, aujourd'hui, voilà, on va être spécialisé vraiment voyage, culture, environnement, zéro déchet. D'accord. Et là, par exemple, demain, il y a une entreprise qui fait de la communication ou qui est, dans l'industrie. Est-ce que tu peux quand même les accompagner ou, vous êtes vraiment, spécifique là-dedans? Parce que j'imagine que les journalistes, ils ont tous, comme vous, un angle, d'accroche, hein, qui va, faire en sorte qu'ils vont être bons dans un secteur. Ou est-ce que vous êtes spécialisé aussi ou vous pouvez, vous ouvrir à d'autres, métiers? Ouais, donc on a des liens privilégiés bien sûr avec les journalistes et les influenceurs dans le voyage, dans la culture, dans le zéro déchet. Mais comme tout bon attaché de presse, on a accès à un fichier contact de tous les journalistes de France dans tous les domaines. Donc on est capable de les contacter, on a les informations sur comment les contacter, par mail, via les réseaux sociaux, etc. On peut appliquer nos méthodes aussi à d'autres secteurs. Un secteur qu'on accompagne aussi régulièrement, c'est tout ce qui est start-up et innovation. Mmh. Innovation que ça peut être par des startups ou par des grands groupes. On a travaillé pour Bouygues Travaux Publics, par exemple. Donc après, j'ai envie de dire, on élargit nos champs de compétences, c'est un peu au feeling, si le projet nous plaît, si l'équipe nous plaît aussi, et selon les projets qu'on va nous proposer, on peut ou pas les accompagner. Mais c'est vrai que ça nous est arrivé de faire un peu des infidélités au voyage et à la culture pour aller vers d'autres secteurs. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu les bonnes pratiques, des relations avec, la presse? On imagine que c'est pas facile de les avoir, ils sont sursollicités. Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, on fonctionne, on fait un mix entre le classique et puis la sauce RP Digital. Moi, il faut savoir que je ne suis pas issue de la communication directement. Je n'ai pas fait d'études de communication, j'ai fait des études de culture et de tourisme, donc histoire de l'art, droit et tourisme culturel. Donc, j'ai appris la communication sur le tas depuis 10 ans à travers mes différentes expériences. Et puis même quand j'étais au lycée, je travaillais déjà dans des médias, à la radio, dans un journal local. Donc, on travaille pas toujours de façon conventionnelle, mais ce qui est conventionnel et ce qui est un peu obligatoire, c'est de rédiger des communiqués de presse qu'on envoie donc 1 à 2 fois par mois selon les besoins de nos clients à la presse. Donc, on crée des fichiers. Ça aussi, c'est une grosse partie du travail, savoir exactement à qui on veut envoyer les informations. Tout ça, c'est défini dans une stratégie RP.
qu'on voit généralement sur 6 mois, 1 an. On envoie les communiqués de presse, on relance ensuite les journalistes. Le but, c'est d'essayer de les intéresser au sujet de nos clients, de proposer des sujets, proposer des tribunes pour faire parler d'eux, tout simplement. Et puis ensuite, ça va un petit peu plus loin parce qu'on va faire aussi des événements presse, comme des conférences de presse. On va organiser aussi, par exemple, on a un client qui s'appelle Chiloé, qui est un guide de micro-aventure en France et qui organise un festival à la Fondation Good Planet en septembre. Et donc, nous, on fera l'accueil des influenceurs et de la presse. On organise les tournages si des journalistes veulent tourner à l'occasion du festival. Donc, D'accord. c'est assez large. Et nous, notre spécialité aussi, réseaux sociaux et influenceurs, fait qu'on arrive à croiser ces 3 prestations qu'on peut offrir à nos clients. Donc, D'accord. typiquement, on n'arrive pas à joindre un journaliste par téléphone, ce qui est de plus en plus compliqué. On va peut-être aller le rencontrer sur un événement, on va le joindre sur Twitter, on a différentes options, sachant que la principale qualité, je pense, pour un RP, c'est vraiment la persévérance. D'accord, parce que j'imagine que c'est un métier de longue haleine, en fait. C'est pas parce que tu envoies un communiqué de presse à un journaliste qui va tout de suite publier quelque chose. Tu peux l'envoyer à un fichier de 500 personnes, en avoir peut-être 50 qui vont ouvrir le communiqué. On parlait tout à l'heure en coulisses, on parlait de l'audience et de la portée d'un post sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu pareil pour un communiqué de presse. Tu vas l'envoyer à peut-être 500 personnes, tu en as 50 qui l'ouvrent. Vraiment, c'est pas évident. Bon, déjà, il y a un gros travail à faire sur l'objet du mail. C'est tout bête, mais on va tester aussi, faire un peu d'A/B testing dans les objets du mail comme sur les réseaux sociaux. On peut appliquer un peu les mêmes méthodes. Donc déjà, le but, c'est qu'ils ouvrent le mail parce qu'un journaliste reçoit plusieurs centaines de communiqués par jour. Waouh! 100 ou 200, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est assez énorme. Comme nous, on peut recevoir aussi des newsletters. Donc, il faut déjà qu'ils l'ouvrent, qu'ils soient intéressés par le sujet, qu'ils ne l'oublient pas. Donc, c'est pour ça que nous, on va le relancer derrière. Et ce n'est pas évident de faire les relances. Je comprends. C'est vraiment d'entretenir les relations avec eux pour qu'eux pensent à nous quand ils ont un sujet sur le secteur de notre client. Ça, c'est vraiment la fierté, c'est quand le journaliste nous appelle, voilà, on aimerait recueillir l'avis des professionnels du tourisme sur tel sujet, est-ce que ton client est intéressé? Donc ça, c'est tout bénef, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot depuis plusieurs mois d'entretenir le contact. D'accord, et du coup, s'il te connaît aussi, peut-être qu'il est, plus apte à ouvrir ton mail parce qu'il sait que, ton agence, en l'occurrence RP Digital, fait des choses intéressantes, a des clients qui peuvent l'intéresser. Donc c'est aussi ce Ouais. travail de longue haleine qui fait que, par rapport à quelqu'un qui a juste envoyé une fois un communiqué, il aura plus d'attention par rapport à ce que toi tu auras envoyé. C'est ça. C'est pour ça que, par exemple, c'est tout bête, mais un communiqué, généralement, on l'envoie, l'expéditeur, c'est pas le nom du client, c'est le nom de l'attaché de presse. Donc, moi, j'envoie les communiqués de tous mes clients au nom de Mathilde Mignon RP Digital. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi quand même faire connaître son agence et être connu des médias qui intéressent notre client. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils plus précis sur le communiqué de presse? Parce qu'on imagine souvent qu'on va, juste parler de son produit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit, retrouver dans un communiqué de presse? Ouais. Alors, au niveau de tout ce qui est un peu format pratique, on a bien sûr le titre, un chapeau. Donc, c'est une petite introduction. On doit retrouver normalement l'essentiel, hein, qui, quoi, où, pourquoi, comment. On a un visuel. Et puis après, généralement, on a 3 parties avec des titres apparents. Et à la fin, on a un à propos. Donc, c'est un petit résumé de 5 à 10 lignes sur notre client. Parce que si on parle par exemple d'un événement, si ça se trouve, c'est la première fois que le journaliste va lire le communiqué de presse sur ce client-là et il va d'abord lire la propos pour voir de quelle marque il s'agit. Ça, c'est un peu les bases. Bien sûr, il faut réfléchir à des visuels libres de droit qu'on peut très facilement envoyer aux journalistes pour illustrer son article. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faut bien sûr, oui, ne pas parler que des produits ou des services du client. Ça, c'est la même chose qu'on dit à nos clients sur les réseaux sociaux. Il faut parler à moins de 50% de vos services et à plus de 50% de ce qu'on appelle, nous, l'univers associé. Donc, ça va être, si vous êtes un tour opérateur, ne pas faire que des communiqués tournés sur vos produits, on est une nouvelle destination, la France, etc. Mais aussi réagir, par exemple, à des actualités.
écrire des tribunes sans forcément parler directement de vos produits ou services, pour vraiment montrer votre expertise sur des sujets. Donc, en l'occurrence, par exemple, le tourisme, le voyage sur mesure. Donc ça, nous, on a aussi un rôle de conseil stratégique auprès de nos clients, qu'on fait une première fois en début d'année, mais aussi tout au long de l'année. On va vraiment essayer de voir avec eux sur quels sujets ils peuvent prendre la parole, sur quels sujets ils sont experts. Et c'est aussi sur ces sujets-là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qu'on va essayer de les faire intervenir lors de conférences, par exemple. Quand nos clients sont présents sur des salons, nous, le gros salon de l'année, c'est le salon Topresa, IFTM Topresa, c'est le salon des professionnels du tourisme, qui a lieu chaque année à l'automne à Paris, porte de Versailles. La plupart de nos clients y exposent. Nous, on va contacter les organisateurs du salon en tant qu'attachés de presse pour essayer d'obtenir des prises de parole lors de conférences, de tables rondes ou d'ateliers. Donc, on va suggérer aux organisateurs que notre client prenne la parole sur le sujet, par exemple pour Wordia, du voyage sur mesure, de la digitalisation des agences de voyage. Donc, en ce sens-là, on ne fait pas que des relations presse pures, mais aussi des relations. D'accord. Donc c'est vrai que en fait, les RP, c'est vraiment, travailler sur l'image de l'entreprise auprès des médias et autres. C'est faire en sorte de montrer l'expertise dans un domaine précis de l'entreprise, en fait. C'est ça, montrer vraiment qu'ils sont des experts du secteur. Il y a l'image, mais même avant l'image, il y a déjà la notoriété. On a souvent des clients qui sont des startups et qui sont même pas du tout connus des journalistes du secteur. On va même travailler sur les bases de la communication. Je donne l'exemple d'un client qui proposait des outils digitaux pour des TPE-PME et qui avait prévu de communiquer auprès des médias digitaux, enfin, qui parlent du digital informatique. Sauf que nous, on leur a expliqué, mais qui sont vos cibles? Ce sont bien les TPE-PME. Donc, il faudrait plutôt communiquer dans la presse lue par les TPE-PME. Donc, c'est tout bête, mais dès le départ, on va accompagner nos clients sur rien que savoir quelle est leur cible. Et un plan de RP s'intègre dans le plan de communication global. D'accord. Donc, vous êtes vraiment des alliés, à l'agence de communication qui a donné sa stratégie globale. Alors souvent, ils n'ont pas d'agence de communication. Donc nous, on arrive par la porte des RP ou par la porte des réseaux sociaux. Ils vont avoir parfois un chargé de com en interne, surtout les startups. Et du coup, on fait aussi un peu office d'agence de com. Pour l'instant, notre rêve n'a pas encore été exaucé. On aimerait avoir un client pour lequel on fait tout. Vraiment toute la com, autant le site web, les RP, les relations influenceurs, etc. C'est pas encore arrivé. On a encore une petite agence, on n'est que deux. Mais on aimerait pouvoir accompagner une marque sur tous les aspects de sa communication. D'accord. Bon, bah, je te souhaite d'y parvenir, prochainement. Merci. On va du coup, bah, c'est bien la transition pour en parler, un petit peu plus maintenant, des influenceurs. Tu dis aussi que, bah, si le n'est pas, forcément disponible, on peut travailler avec des influenceurs. Bah, comment est-ce que toi tu vois ce travail? Quels sont pour toi les influenceurs qui ont le plus d'impact? Est-ce qu'on parle aussi de micro-influenceurs? On parle de grands influenceurs? Voilà, si tu peux un peu nous débroussailler un petit peu ce milieu qui est, parfois, opaque pour nous. Oui, alors c'est vraiment complémentaire du travail avec les journalistes, hein. On ne l'oppose pas, c'est vraiment complémentaire. C'est un peu compliqué quand on est sur des produits B2B. On peut avoir aussi des influenceurs B2B, mais c'est pas évident. Là, je pense qu'on va plutôt parler des blogueurs, donc vraiment des influenceurs pour le grand public. Donc nous, c'est un domaine super intéressant parce que ça va être des blogueurs voyage, des blogueurs culture. Il faut savoir qu'au départ, les relations influenceurs, ça a été un peu calqué sur les relations presse. Par exemple, on envoyait plusieurs blogueurs faire un blog trip sur le même modèle que les voyages de presse, où plusieurs journalistes allaient tester un produit touristique ou découvrir une destination touristique. Ça se fait encore un petit peu, mais de plus en plus, les blogueurs voyage se présentent pas comme des journalistes, mais comme des créateurs de contenu qui s'adressent à une audience propre et ils veulent partir seuls, mais pas avec d'autres influenceurs. Donc, nous, on va identifier à chaque fois pour notre client, suivant ses objectifs, les influenceurs qui ont les mêmes audiences qu'eux, la même communauté. Et on va monter vraiment une opération ad hoc. Donc, nous, on adore les influenceurs dans le tourisme durable, les photographes de voyage, les blogueurs culture, je peux t'en citer quelques-uns.
En ce moment, on a hâte de travailler avec Audrey et Michael de Refuse to Hibernate. C'est un blog autour de la micro-aventure, des trails, de la randonnée. Donc, on les aime beaucoup, on les suit. On va à des événements communs. On n'a jamais encore travaillé ensemble sur une opération, mais je pense que ça va arriver. Donc, là aussi, avec les blogueurs, c'est aussi nos relations qu'on entretient. On les voit à des événements régulièrement. Et donc, nous, on va identifier les blogueurs. On le fait en ce moment, par exemple, pour Ma Petite Couche, avec des blogueurs zéro déchet, des blogueuses maman. Notre client va nous dire quel blogueur ou blogueuse semble lui correspondre. On va les contacter, on va monter une opération spécifique. Donc, il y en a peut-être un qui va dire « Ok, je vous propose une vidéo tuto ». Un autre qui va dire « Moi, je vous propose un jeu concours auprès de ma communauté ». Donc, c'est vraiment des opérations à chaque fois sur mesure. Ensuite, on fait tout le suivi de l'opération, le contrat aussi, avec entre la marque, l'influenceur et l'agence de com. Généralement, les influenceurs sont rémunérés pour la création de contenu qu'ils proposent et le partage auprès de leur communauté. Donc, nous, on veille à la bonne exécution du contrat dans les temps, qui tague bien la marque, etc. Et après, on fait bien sûr un débrief, un bilan de l'opération avec le client. D'accord. Du coup, c'est hyper complet, merci. Et alors, ces influenceurs, j'imagine qu'ils ont tous une patte particulière. Du coup, c'est ça ce qui va faire que le client va s'orienter vers telle ou telle personne. Oui, c'est vraiment leur style, leur ton. Nous, on leur demande toujours la base, hein, on leur demande leur kit média. Donc, ça va être toutes les informations, pas seulement le nombre d'abonnés, mais qui sont leurs abonnés, parce qu'eux ont accès à leurs propres statistiques de l'âge. Donc, ils vont nous dire la moyenne d'âge, où leurs abonnés habitent. Ça nous intéresse. Un blogueur qui va faire des super photos de voyage, mais qui a 80% de son audience italienne, ça n'intéressera pas mes clients qui s'intéressent aux touristes français. Donc, on a vraiment besoin d'avoir ces infos-là. Ces statistiques d'engagement aussi, et pas seulement le like. Tu parlais des micro-influenceurs. On peut avoir, nous, on a travaillé avec des influenceurs qui ont peut-être 3 000 à 4 000 abonnés Insta et non 100 000, mais qui ont un super engagement. Et sur ces 3 000 à 4 000 personnes, il y en a peut-être 1 000, 2 000 qui voient les posts, une centaine qui interagissent et peut-être 20 qui vont aller réserver auprès de notre client. Donc, ça nous va très bien. Donc oui, on peut aussi travailler avec les micro-influenceurs qui ont parfois un plus gros taux d'engagement. C'est ça qu'on se rend compte que c'est important. Ouais. Dans le kit média, on va voir les données démographiques, le nombre de likes, le taux d'engagement, les opérations sur lesquelles ils ont déjà travaillé. Vérifier aussi qu'il y a une cohérence au niveau de leurs clients qui ne vont pas un coup parler de tourisme durable et ensuite aller travailler pour, par exemple, je sais pas, un zoo dans des conditions particulières. Enfin, on essaie de voir qu'il y ait vraiment aussi une cohérence dans leur campagne. Parce que du coup, c'est aussi important que l'influenceur ait une éthique et une éditoriale et pas qu'il se vende au plus offrant selon l'opportunité qui se dégage. Oui, alors au niveau de l'éthique aussi, nous, on a des outils pour voir s'ils n'achètent pas des fans. Donc, on va avoir des outils pour regarder si on voit qu'ils ont 95% de leurs abonnés qui sont dans un pays qui n'a rien à voir avec leur cible. C'est un peu warning, tout de suite, on s'interroge. Après, ça se sait aussi dans le milieu de la blogosphère qui achète ses fans, qui a des fans authentiques. Donc, voilà, nous, on a aussi tout ce travail de veille qui va ensuite servir les marques pour lesquelles on travaille. D'accord. Alors, une fois que cet influenceur, influenceuse a fait une vidéo, par exemple, derrière, est-ce que vous avez des moyens de retoucher les choses ou c'est simplement lui, son travail, il le diffuse? Est-ce que vous avez un droit de regard? Comment ça se passe? Non, ça, c'est toute la différence avec une agence photo, une agence vidéo. C'est une commande, mais c'est vraiment à la sauce de l'influenceur. Donc, on peut quand même un petit peu cadrer les choses dans le contrat. On va faire quand même un cahier des charges, mais ça va rester dans leur ton, dans leur style. Généralement, on voit quand même la vidéo ou l'article avant. S'il y a des fautes, des erreurs dans ce qui est dit sur la destination ou la marque touristique ou le musée, bien sûr, on va leur demander de modifier. Mais on ne va pas intervenir sur la musique qu'ils vont choisir. Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu la surprise. Mais normalement, on sait de quelle façon ils travaillent. On n'est pas trop étonné du résultat. D'accord.
À nous, l'agence aussi, par exemple, quand ils sont en voyage et qu'ils font des stories, on n'en loupe pas une, hein. On met des outils de suivi, des alertes pour suivre chaque. Si on voit qu'il y a un souci, tout de suite écrire à l'influenceur avec lequel on s'entend bien généralement pour lui demander de faire une petite modification. D'accord. Donc c'est un C'est travail. pareil pour les journalistes, hein. Un journaliste, on ne lui demande pas de relire son article. Enfin, c'est pas du tout le cas, surtout qu'on ne paye pas, contrairement aux blogueurs. Mais un journaliste, si on s'entend bien avec lui, on peut aussi lui demander de faire une petite modif. D'où l'intérêt de, voilà, c'est un métier de relationnel. C'est ça qui est compliqué en ce moment avec cette période. Pour moi, en tout cas, c'est très compliqué de ne pas être en contact direct et physique avec tous mes interlocuteurs parce qu'on a l'habitude d'aller boire des cafés, d'aller voir des expos ensemble. Ça commence à manquer. Je comprends. Donc là, tu es en train de me dire quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'en fait, toi, tu as quand même, une relation qui est très physique avec les personnes, faut que tu les rencontres. C'est pas, de la presse qui est à l'autre bout de la France et cetera. Toi, tu vas plutôt travailler sur du local que tu connais pour qu'il y ait une vraie proximité et que vous connaissiez, mutuellement? Alors, il y a les deux, hein. Moi, je vais avoir parfois un journaliste que je ne connais pas du tout qui appelle, qui est intéressé par mon client et on ne va pas se rencontrer. Bien sûr, ça, c'est possible. Mais il y a quand même ce qu'on appelle, nous, nos contacts privilégiés où on en a peut-être dans le tourisme, on doit en avoir 150 peut-être. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais vraiment 150 personnes avec lesquelles on est vraiment proche et on sait qu'ils vont être intéressés par nos clients, nos sujets. Voilà. D'accord, non, c'est déjà un beau chiffre, hein, ça, à maintenir la relation, de prendre des cafés, des expos et cetera, 150 personnes, c'est déjà, beaucoup. C'est les gens avec qui on s'entend bien. Après, Mmh. bien sûr, parfois, on tombe sur des journalistes voilà, où on ne s'entend pas forcément. Un blogueur, non. Par contre, c'est vrai que jamais ça m'arriverait de recommander un influenceur avec lequel je ne m'entends pas, par exemple. Parce que j'ai besoin d'avoir cette relation de confiance si je le recommande à un client. C'est comme pour un sous-traitant, hein. Si on travaille avec une agence graphique, par exemple, il faut que je sois sûre de la personne, de la qualité du travail. Donc, généralement, quand même, les blogueurs, on les connaît, ceux qu'on recommande. D'accord. Alors, on va aussi aborder la troisième partie, hein, dont tu parlais, c'est aussi toute la gestion des réseaux sociaux. Toi, un peu, quelles sont tes plateformes de prédilection? Alors, moi, à titre perso, j'adore les plateformes pro, donc LinkedIn, Twitter. Ça, j'aime beaucoup. Twitter, je fais surtout des retweets hein, sur mon compte perso, mais dès qu'il y a un article qui tombe sur un de mes clients, je vais tout de suite aller sur la page du média en question et aller retweeter leur tweet sur l'article. J'aime beaucoup Twitter et LinkedIn. Après, nos clients restent beaucoup sur Facebook et Instagram. Ça reste quand même les deux réseaux de prédilection. Pour l'instant, donc nous, on fait bien sûr une veille, on se tient au courant de toutes les nouveautés, de TikTok, etc. Mais on n'a pas eu l'occasion encore d'utiliser ces nouveaux réseaux. Ça ne collait pas forcément avec la ligne édito de nos nouveaux clients, mais on se tient au courant pour être prêt. Si un jour un client a besoin d'un Snapchat, d'un TikTok, on connaît, on sera à jour. D'accord. Alors, peut-être reprendre sur Twitter, moi, c'est un réseau que je connais très mal et j'ai même du mal à me mettre dessus. Tu parles de retweet, et cetera. En fait, je me rends compte que c'est très, très rapide, on a peu de caractères, les informations vont à 2000 à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à se faire une place sur Twitter? C'est compliqué parce que je dirais pas que je me suis fait une place, hein. Moi, j'ai même pas mis l'abonné sur mon Twitter, mais en tout cas, je l'utilise comme. Pour moi, c'est un peu un fil AFP. C'est quand même très proche d'un média magazine, en fait. Enfin, D'accord. c'est vraiment une façon de faire ma veille. Donc déjà, j'ai des outils de veille par ailleurs comme NetVibes ou autres, ou de suite. Mais je vais aller sur Twitter et tout de suite, je suis abonnée à beaucoup de médias, beaucoup de marques. Et on peut très facilement retweeter tous les jours des infos qui nous intéressent. Après, je l'utilise aussi pour mes clients, mais c'est plus pour moi le Twitter. Quand tu me demandais mon réseau de prédilection, c'est plus pour moi. D'accord, donc Mais c'est ouais, c'est vraiment une veille pour toi. petit fil AFP en fait et Mmh. garder une trace. J'aime bien l'utiliser aussi pour des événements, pour faire des live tweets, parce que très facilement, on peut, avec un hashtag récurrent, on peut retrouver des couvertures d'événements qu'on a pu faire il y a plusieurs années en recherchant ce hashtag-là. D'accord.
Et alors, du coup, est-ce que tu utilises LinkedIn de ton côté? Ouais, j'utilise aussi LinkedIn. Bon, pour moi, depuis longtemps. Là, par contre, je l'utilise. Enfin, j'ai plus de contacts. J'utilise beaucoup LinkedIn aussi pour contacter les journalistes et les blogueurs. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi le cas sur Twitter. Par exemple, sur Twitter, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Un journal qui va parler des festivals de l'été, une journaliste qui parle des festivals de l'été, de son article sur le sujet. Et moi, je vais lui répondre, ah, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi le festival Chiloé 19-20 septembre. Alors, je vends des petites bouteilles à la mer, je réagis comme ça. Parfois, ça fonctionne. Et ils vont du coup connaître mon client et faire un article. D'autres fois, non. Mais voilà, les relations avec les journalistes se passent aussi sur les réseaux sociaux. Euh, sur LinkedIn, je vais avoir pas mal des contacts journalistes, mais pas que. Beaucoup, c'est là aussi que j'entretiens mes contacts avec les anciens étudiants de mon école, qui est mon principal réseau. C'est vraiment l'Institut de tourisme de la Sorbonne, où j'ai fait mes études, où j'ai travaillé, où j'enseigne maintenant. Qui est mon principal réseau. Je m'étais fait la remarque il y a quelques temps que 95% de mes clients depuis 6 ans sont liés à ce réseau Wow, Sorbonne. d'accord. Ah, c'est impressionnant. 95, c'est. Ouais, c'est vraiment. J'avais vraiment fait je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais à chaque fois, donc tous nos clients, c'est quasiment que de la recommandation. Et c'était toujours en lien avec quelqu'un que j'avais vu, soit un étudiant qui m'avait recommandé ensuite auprès de son entreprise ou qui a lui-même fait son entreprise, soit ça pouvait être un autre ancien de ma classe, soit un prof. Donc oui, c'est toujours en lien. C'est important d'avoir un réseau, je pense, privilégié. Après, on en a d'autres. J'ai d'autres réseaux, mais c'est vraiment le cœur de réseau et voilà, que j'aime, que j'entretiens parce que ouais, je suis très attachée à cette école. Et du coup, sur LinkedIn, j'accepte que les gens que je connais. Les étudiants, j'y reste. Eux, même si je les connais pas, je les accepte tous. D'accord. Est-ce que tu auras des bonnes pratiques pour du coup, les auditeurs concernant du coup, ces réseaux? Alors peut-être aussi Facebook et Insta. Alors, quelles sont pour toi là, les clés pour performer sur ces réseaux? C'est dur comme question. Je devrais répondre du tac au tac, mais en fait, chaque jour, moi aussi, je me remets en question sur pourquoi ce poste n'a pas fonctionné. On parlait de la portée tout à l'heure. C'est quand même de plus en plus compliqué, si on ne fait pas de pub, d'avoir une bonne portée. Donc nous, maintenant, dans tous nos contrats réseaux sociaux, on demande d'avoir un budget pub à nos clients. Sinon, on D'accord. s'en sort pas. On ne peut pas s'en sortir, surtout quand on crée un nouveau compte. Le compte ne va pas vivre tout seul, surtout si le client ne fait pas de lien vers ce réseau. Donc, on est obligé d'avoir un petit budget pub. Ça peut être du 30 euros par mois et faire quelques pubs à 5 euros par-ci par-là. Mais c'est hyper important. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on achète ses fans parce que c'est pas de l'achat de fans non qualifiés. C'est vraiment du ciblage de fans qualifiés. C'est hyper important de bien cibler. Nous, en tant qu'agence, par exemple, on a régulièrement rendez-vous avec notre conseiller Facebook que j'ai encore eu cette semaine. Donc, tous les 6 mois environ, on a un rendez-vous avec le conseiller Facebook. On peut aussi avoir des contacts avec LinkedIn, etc. Et il va nous donner aussi des conseils sur comment justement performer nos pubs. Nous aussi, on se forme beaucoup. On va à des webinars, etc. On suit des webinars pour toujours être plus efficace sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, peut-être le premier conseil, c'est que je pense qu'on ne peut pas échapper à un petit budget pub. Ça me paraît compliqué sans partir non plus dans des campagnes folles. On fait des grosses campagnes pour certains clients, mais en tout cas, pour n'importe quelle marque, je pense qu'il faut quand même avoir un petit budget. Ça serait peut-être le premier conseil. Après, sur la rédaction, créer un calendrier éditorial. Donc, ne pas improviser des posts au jour le jour. Ça me paraît la base, mais finalement, quand on l'explique à nos clients, quand ils nous demandent notre méthodologie, ils sont assez étonnés parce qu'eux faisaient un post de temps en temps quand ils avaient le temps. Ce que je comprends complètement, parce que ça prend du temps de faire un calendrier. Mais du coup, là aussi, on rejoint tout notre côté presse. On a l'habitude de faire un planning éditorial, comme il va y avoir un planning éditorial pour un magazine, pour la presse ou une émission. Donc, nous, on rédige tous nos posts un mois en avance. D'accord, un mois. La plupart des CM le font sur une semaine, 2 semaines.
Nous, on considère qu'il y a tellement d'imprévus et d'urgences sur les réseaux sociaux, parce qu'on gère aussi la modération. Euh, Si les clients le souhaitent, on gère les messages privés, les commentaires. Donc, voilà, il ne se passe pas quelques heures sans qu'on aille checker. Selon les clients, on a des engagements de répondre à la demi-journée, à la journée, 24 heures, week-end ou non. Voilà, ça dépend, c'est un peu à la carte. Mais on sait qu'il y a déjà tellement d'urgences qui vont arriver, de messages à gérer, qu'on veut au moins que nos posts soient prévus en avance. Ça étonne toujours nos clients parce qu'ils se disent on n'aura pas un post tous les 2 jours, c'est pour nous le minimum à écrire, donc 15 posts par mois. Pour le mois prochain, on n'a pas d'idées. On trouve toujours plein d'idées. Ne pas parler que des nouvelles offres, mais ça va être aussi rebondir sur une journée mondiale. Alors par exemple, demain, c'est la journée mondiale de la mangrove. On s'occupe des réseaux sociaux de l'Office de tourisme des Bahamas qui a des mangroves. On a prévu un post demain sur ça. Donc, on dit sur les marronniers, ce qu'on appelle les marronniers dans la presse, mais qu'on retrouve aussi pour les réseaux sociaux. Donc, nous, on demande à nos clients de quoi ils veulent parler, qui nous donnent leurs dernières offres, leurs dernières actus. Mais le gros de notre travail, c'est aussi de proposer des sujets. Notamment en rebondissant à l'actualité. Typiquement, une journée mondiale, on peut l'anticiper. On le sait des mois en avance, donc on peut complètement anticiper notre planning. On a même un planning en fait sur un an et qu'on remplit au fur et à mesure pour au moins anticiper tout ce qui peut l'être. D'accord. Le marronnier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la récurrence, comme on sait qu'on a la Saint-Valentin, on sait qu'on a Noël. Ça, c'est le Ouais. marronnier qui sait que tous les ans, on sait que ça va revenir. Donc, comme ça que tu prévois ta déjà sur l'année parce que tu as déjà quelques Les dates vacances, on de est dans le vacances, tourisme, etc. donc on met toutes les dates de vacances. On prévoit déjà d'écrire un post sur Noël, sur les vacances, les journées spécifiques dont je te parlais, les salons. Donc on peut quand même déjà remplir beaucoup de choses et prévoir beaucoup de posts. Idem pour des lives, des couvertures d'événements. Nous, on prévoit tous nos posts avant une couverture d'événement. Donc ça D'accord. a été toujours nos clients. Mais on a couvert un gros événement pendant une semaine. Je crois qu'on avait prévu 200 ou 300 postes en avance. Il n'y a plus Waouh. qu'à prendre la photo sur place. Et on a déjà tous nos tags rédigés. Parce qu'on sait très bien qu'on va arriver, voilà, il est 20 heures, c'est l'heure pour tous les invités de s'installer à table. Bon, bah, ce poste-là, on peut déjà l'écrire en avance, l'avoir en brouillon sur le téléphone avec tous les tags faits et on gagne beaucoup de temps. Je pense que ça, c'est peut-être une des spécificités de notre agence, de vraiment être dans l'anticipation pour être prêt à gérer les urgences le jour J. D'accord. C'est vrai que qui dit prévoir dit qu'on peut du coup anticiper et décaler une publication. Ça laisse toujours de la place pour un imprévu. Oui. Mais Et puis c'est aussi, ça important. Ouais. permet aussi de faire valider tous les contenus aux Ouais. clients. Donc, on se met d'accord sur un jour qu'on leur fait valider tous les posts du mois suivant. Donc, on est aussi assez tranquille à ce niveau-là. Lui est rassuré, c'est ce qui va être publié. Et ça n'empêche pas du tout, bien sûr, qu'ils nous disent bah, il y a une urgence, il faut écrire un post pour cet après-midi. Et bien sûr, on le fait. Mais au moins, ce qui a pu être fait avant n'est plus à faire. Oui. Et donc là, tout à l'heure, tu parlais de 15 posts par mois. Ça t'en fait à peu près un tous les 2 jours. Peut-être c'est ce que tu Ouais. conseilles, c'est d'être présent tous les 2 jours sur les réseaux. Ouais, ça dépend des réseaux. Sur Facebook, Insta, c'est ce que je recommande. Après, par exemple, sur LinkedIn, c'est au moins une fois par semaine. Donc, ça dépend des réseaux, ça dépend des secteurs, ça dépend de l'activité. Mais voilà, on a des minimums quand même. Si un client nous dit je vais faire un post par mois, bon, on ne va pas y arriver. Ouais, non, c'est sûr que ça sera compliqué d'être dans la mémoire de cette Ouais. communauté. Est-ce que du coup, tu fais des posts différents selon que c'est une story ou si c'est dans le feed, etc. Alors déjà, on fait des posts différents. On ne va pas mettre le même post sur Twitter que sur Instagram, que sur Facebook. On essaye, hein. Alors parfois, on va mettre le même visuel, voilà, ça dépend. Mais on essaie vraiment de faire des choses différentes, de ne pas mettre la même info le même jour, au même horaire. On peut aussi des fois répéter une info, notamment sur Twitter, où l'information, le tweet va très vite passer dans le fil d'actu. On peut créer une récurrence et répéter le tweet quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard pour multiplier les chances d'être vu. Mais on essaye donc de créer des lignes éditoriales. Ça, c'est notre première étape. On va créer des lignes éditoriales selon les réseaux. On n'a pas la même cible, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes rubriques, les mêmes thématiques sur chaque réseau. D'accord, donc ça, c'est un travail énorme parce que finalement, si tu as 3 réseaux sociaux à couvrir, ça démultiplie complètement
ton travail de Ouais. ligne éditoriale à chaque fois. C'est au moins, pour les réseaux sociaux, c'est au moins 1 heure par jour pour chaque client. On considère qu'on ne peut pas travailler moins d'1 heure par jour en comptant aussi les moments de rédaction, etc. D'accord. Et c'est à grande mode en ce moment, on parle beaucoup de, la facebookisation, de LinkedIn. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu te rends compte que du coup, LinkedIn a des posts moins pro ou pas du tout? Enfin, voilà, quel est un peu, je sais Tu pas parles si des tu as stories aussi, les stories les qui sont stories arrivées qui sur arrivent, le fait qu'on LinkedIn, puisse liker différemment, le fait qu'il y ait des posts où on voit les gens les danser, par exemple? réactions. Oui, je pense quand même que ça reste très pro. Enfin, en tout cas, moi, vraiment, mon fil reste assez pro. Oui, avant, on mettait pas d'émoticônes sur LinkedIn, maintenant, on en met. C'est plutôt sympa d'être plus familier aussi dans le contexte pro. Moi, c'est très sympa. Après, non, pour moi, il y a encore une grande différence entre les deux réseaux. On va pas avoir, je vois par exemple un office de tourisme, nous, on va pas du tout avoir du tout le même contenu sur la page Facebook où les gens viennent se renseigner pour aller voyager dans la destination. Et l'office de tourisme sur LinkedIn, on s'adresse aux agents de voyage et aux journalistes, par exemple. Donc, de toute façon, tous les réseaux se copient les uns les autres, hein. Là, on a les Reels qui viennent d'arriver sur Insta, qui copient un peu les vidéos, les mini-vidéos TikTok. Donc, ils s'inspirent les uns les autres, mais chacun, je pense, garde quand même sa spécificité. Après, il ne faut pas avoir, je pense, un réseau, se focuser sur un réseau parce qu'il y en a qui peuvent disparaître. On l'a vu avec Google+, hein. Moi, j'étais pas mal à un moment sur Google+. Ça a disparu. À l'inverse, on a Pinterest qui a été un peu en désuétude et qui revient en force. Donc nous, même actuellement, on n'a pas de Pinterest pour nos clients, mais on continue à être quand même à regarder ce qui se passe parce que ça revient et c'est pas que pour organiser son mariage, Pinterest, ça marche pour d'autres choses aussi. Donc, il faut aussi être adaptable et puis pouvoir jongler d'un réseau à l'autre. Tu peux nous donner quelques infos sur, Pinterest, du coup? Puisque tu en parles un Ouais, petit peu. alors Pinterest, bon, moi j'en avais écrit un il y a super longtemps. Je trouve qu'on n'en entendait plus trop parler. Le but, c'est vraiment de trouver de l'inspiration. On peut épingler quand on est sur un site de voyage, par exemple. S'il y a des images qui nous plaisent, on peut les épingler si on a ajouté le petit plugin Pinterest sur son navigateur. Et ensuite, on peut aller créer des albums où on va retrouver toutes nos inspirations qu'on avait pu épingler. Les marques du e-commerce sont beaucoup sur Pinterest parce qu'on va avoir épinglé plein de choses qu'on a ensuite envie d'acheter. Mais ça peut aussi fonctionner pour les services, pour les voyages. L'année dernière, donc tous les ans, Pinterest va faire une étude des grandes tendances, d'après eux, sur l'année qui arrive. Et pour 2020, les grandes tendances, on avait quand même tout l'aspect durable, zéro déchet, tourisme durable, tourisme de proximité. Donc moi, ça me parle bien. Après, oui, c'est aussi un réseau qui prend beaucoup de temps. Il y a des spécialistes maintenant, hein. Nous, on se tient prête avec une agence qui est spécialisée Pinterest, par exemple. D'accord. Donc, il y a aussi des spécialistes par réseau, tout comme on va faire appel à une agence pour les Google AdWords. D'accord. Est-ce que tu as, j'aime bien poser cette question, est-ce que tu as des inspirations, toi, des sites que tu suis, des personnalités que tu suis? Est-ce que tu as des podcasts, des vidéos, voilà, qu'est-ce qui te nourrit en ce moment, par rapport à ton Ah métier ben, ou autre? ouais, alors c'est marrant, je peux parler. J'écoute pas trop de podcasts, j'avoue, j'ai pas encore trop passé de temps à écouter des podcasts, mais je peux en recommander un de ma partenaire, une nouvelle associée sur une autre activité qui s'appelle Madame Persil. C'est une agence de com en tourisme sportif qu'on va lancer en septembre. Et mon associée Marion Burto, qui fait le même métier que moi, mais dans le sport, vient de lancer un podcast qui s'appelle Match, Mmh. MATCH. Comme moi, elle enseigne aussi auprès d'étudiants, mais dans le management sportif. Et en fait, c'est un podcast pour aider les jeunes à trouver leur voie dans le management sportif. Là, elle vient le lancer, donc c'est l'occasion d'en parler. Et sinon, moi, ce qui va m'inspirer, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment les influenceurs. Pour moi, ils sont toujours en avance par rapport aux marques.
Ils sont en avance par rapport à nous, community managers de marque, parce qu'ils n'ont pas de clients ou de supérieurs à qui faire valider leurs nouvelles actions. Ça va être les premiers, le jour où il y a les reels qui sortent sur Instagram, à les utiliser. Donc, ils sont très réactifs, très créatifs. Et alors oui, il y a des influenceurs qu'on aime plus ou moins et certains qui ne nous plaisent pas. Mais moi, je suis beaucoup les influenceurs. Après, je lis aussi beaucoup de magazines. C'est normal, hein, on est dans la presse, mais pas forcément toujours que dans mon domaine. Hein. Je lis beaucoup aussi de magazines un peu bien-être, développement personnel, type Flow Magazine. Je suis abonnée à Socialter. C'est un magazine sur les nouveaux modes de consommation, de collaboration dans le travail. Donc, qui a sorti d'ailleurs un hors-série sur l'avenir du tourisme, là, ce mois-ci. Donc, ouais, Flow, Socialter, les influenceurs. Voilà, ouais, ça, c'est mes principales sources d'inspiration. D'accord, super. Bah, si tu peux après du coup m'envoyer, les infos, on pourra les noter, en commentaire Ouais, pour que les gens, puissent, retrouver, toutes, ces sources, d'inspiration. ça Est-ce marche avec plaisir. est-ce que tu aurais, 3 conseils à donner pour, quelqu'un qui dit: «Bah, tiens, je vais faire un peu de RP». Vraiment pour toi les 3 astuces et les 3 bases qu'il faut absolument respecter? Alors, je les avais donnés, j'aurais dû réviser avant. Je les avais donnés. Welcome to the Jungle, qui est un média sur la recherche d'emploi. J'avais donné des conseils pour le métier de RP. Non, je pense, donc j'ai dit tout à l'heure, mais la persévérance, hein, l'optimisme. Là, j'ai mon positive mode. Faut vraiment, je le vois avec mes collaboratrices ou les stagiaires que je peux avoir. Déjà, pour être entrepreneur, tu le sais, il faut quand même être optimiste, positif. Peut-être pas optimiste, mais peut-être plutôt le mot positif. Parce que sinon, on abandonnerait vite. Hein. On a quand même pas mal d'obstacles, surtout en ce moment, et nous, dans le tourisme. Ouais, je dirais positif, s'accrocher, être persévérant. Moi, j'aime bien toujours aller au bout des choses. Je sais pas, par exemple, si j'ai un journaliste qui me dit oui, ça peut m'intéresser vaguement, bon, bah, je vais pas me dire je laisse tomber, quoi. Je vais lui renvoyer des messages, mais toujours sans trop insister. C'est pas évident de trouver la limite. Pareil pour quelqu'un qui m'écrit un message sur les réseaux sociaux qui veut aller dans telle destination dans 6 mois. Bah, je lui donne les infos et je reviens vers lui quelques jours après, savoir si ça a pu lui être utile. Enfin, j'aime bien voilà, entretenir le contact, suivre le fil rouge. Donc, je dirais voilà, persévérant, positif et quand même aussi dans ces métiers de la communication, on parlait tout à l'heure du fait qu'il faut avoir nos contacts privilégiés, etc. Mais il faut quand même toujours rester à sa place par rapport aux clients. Rester un peu dans l'ombre quand même. Nous, on est là pour faire l'intermédiaire. Mmh. On va avoir des... Voilà, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop grande gueule, on va dire. Quand on est RP, le but, c'est vraiment de faire l'intermédiaire entre les deux, de savoir ce qui s'est passé. Et moi, quand j'appelle, je suis Mathilde pour le nom de mon client. Je mets rarement en avant, par exemple, RP Digital auprès du journaliste. Donc, il faut savoir s'approprier la marque pour laquelle on travaille. Pour Ouais. moi, j'ai 10 jobs. Hein. Je travaille, je suis attachée de presse pour telle marque, je m'occupe des réseaux sociaux pour telle marque. Et je me sens intégrée dans ces 10 équipes. Donc voilà, il faut être un peu caméléon et savoir se mettre à la juste place en fonction des moments. D'accord. Et J'espère que ça répond à ta question. super réponse, merci. Et à contrario, si tu pouvais donner des informations, quel serait pour toi un bon brief, pour que tu puisses commencer à travailler, dans les RP? Et on va faire une petite pause tout de suite. Je reviens, je suis désolé. Ça marche, comme ça je réfléchis. Un bon brief, ok. Désolé, hein. Pas de souci. Un brief, tu veux dire un brief quand je rencontre un client, les questions que je vais lui poser la première fois ou qu'est-ce que tu Qu'est-ce que entends? lui doit te donner comme information, par exemple? Ouais. Alors, ce qui est important la première fois qu'on rencontre un client, c'est déjà qu'il nous donne ses objectifs. C'est bête, mais souvent on va l'aider à le définir. Ils ne les ont pas toujours.
Normalement, on aurait besoin qu'il nous donne son plan de communication. Les RP ou les réseaux sociaux sont un des éléments du plan de communication, ils doivent s'intégrer dedans. Et comme je te le disais tout à l'heure, généralement, ils ne l'ont pas. Donc, on va un petit peu élargir notre prestation finalement et leur faire un mini plan de com. Beaucoup pensent qu'on peut miser toute la com sur les réseaux sociaux, par exemple. Je les alerte toujours là-dessus, non. Si, par exemple, votre entreprise n'est pas super fun, votre produit n'est pas super fun, bah non, je ne vais pas faire une ligne d'éditorial fun sur les réseaux sociaux. Ça ne vous correspond pas. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence avec qui sont leurs produits et leur plan de communication générale et sur les différents axes de com. Donc, d'abord, ça va être ça. Ce qui n'est pas évident, parce que généralement, je n'ai pas beaucoup de réponses, notamment pour les startups. Ensuite, qu'est-ce qu'on va leur demander? Leurs concurrents. Ça, c'est hyper important. On a besoin d'aller voir un peu, faire un petit benchmark de la concurrence, voir ce qu'ils font sur les réseaux ou en termes de RP. Généralement, on l'intègre dans notre prestation. Leurs concurrents, de savoir tous les outils de com qu'ils ont à disposition. Est-ce qu'ils ont des visuels? Il y en a, ils n'ont même pas un visuel. Donc là, on va les orienter vers un photographe ou un vidéaste pour avoir une petite vidéo. Ils n'ont vraiment pas de visuel. Ils nous donnent un visuel libre, mais qui ne correspond pas, qui ne montre pas l'identité de leur marque. Donc, il faut qu'on ait quand même un peu de support. Voilà, il y a d'autres choses, hein, mais ça fait partie de trois points qu'on leur demande pour démarrer. D'accord. Et puis, on leur demande bien sûr les codes des réseaux sociaux, et ça, on ne les a pas toujours. Voilà, il y en a, c'est perdu depuis des années et c'est compliqué à récupérer. Bon, voilà, il y a une petite série de questions à poser. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations, Mathilde. On remettra évidemment tes coordonnées là derrière. Comment est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, je pense que vous pouvez surtout me joindre sur LinkedIn ou Twitter, vu qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Alors, je n'ai pas en tête exactement. Je crois que sur Twitter, c'est Mathilde Mignon 1 et sur LinkedIn, Mathilde Mignon. Voilà, il y en a plusieurs, mais normalement, vous allez me retrouver avec nos photos. Ouais, puis de toute façon, on mettra tes coordonnées pour qu'on puisse directement cliquer dessus. Parfait. Bah, Ça merci marche. beaucoup pour ce temps accordé et puis bah, toutes ces explications autour des RP. C'est maintenant beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pouvez nous aider à le faire connaître au plus grand nombre en le partageant sur vos réseaux, mais également en nous donnant une note de 5 étoiles sur Apple. Ça nous aidera beaucoup. Merci par avance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, faire des vidéos avec Simp, c'est simple.